Voilà, bonjour tout le monde. Bon, on confine, on déconfine, on reconfine. Bon, évidemment, tout ça n'est pas très facile. J'espère que vous allez bien quand même. Et voilà, j'espère que la situation va finir un jour par s'arranger. Bon, ce sera certainement le cas. J'espère que c'est pas trop dur pour vous, en tout cas, effectivement, d'être dans cette situation-là en France et à Paris. C'est certainement pas spécialement amusant. Heureusement, nos cours en ligne nous permettent de rester quand même en contact et de continuer un peu à avancer. Donc aujourd'hui, on va faire deux choses. En fait, on va revenir, comme d'habitude, hein. Donc aujourd'hui, on va revenir en fait sur les usages du web social et les applications du web social, tout ce qu'on peut faire avec le web social, que ce soit les réseaux sociaux, les sites où on laisse des commentaires, etc., etc. Il y a plein de choses à faire avec ces différentes applications-là, que ce soit Prezi, comme va nous en parler Mangenot, ou Vie de merde, dont il parle, dont Mangenot parle assez souvent dans la vidéo qu'on va regarder. Donc on va regarder en fait comment utiliser le web social et comment l'utiliser principalement pour de la production de texte ou d'objets textuels ou d'objets discursifs qui sont assez typiques en fait des nouvelles technologies. C'est l'un des intérêts. Le commentaire, par exemple, bon, on l'a vu hein, dans la précédente vidéo sur le web social, le commentaire, la critique gastronomique, la critique de cinéma, le post Facebook, l'anecdote sur Vie de merde ou un site dans ce genre-là. Tout ça, en fait, va donner des occasions de travailler de la production textuelle avec des modèles bien identifiés qui vont simplifier en fait la tâche pour les apprenants. Donc c'est la première chose qu'on va faire, regarder les applications du web social, leur classification possible, et on va commenter tout ça à partir de la vidéo de François Mongenot. Toujours le MOOC venant de l'ULG, donc enseigné et formé avec le numérique en langue. D'autre part, donc le 26 octobre, comme je vous l'avais annoncé, enfin comme je vous l'avais dit, et je vous avais conseillé de vous inscrire, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je crois qu'il est encore temps hein, de s'inscrire, vous pouvez encore le faire. A commencé le MOOC Moi prof de FLE de l'université de Liège. Donc là, on va regarder la première semaine, en fait, une partie de la première semaine. C'est un MOOC qui est pas mal fait du tout, qui est assez systématique et assez raisonnable. Donc le module 1 qu'on va voir tout à l'heure s'appelle J'enseigne le FLE. Et donc il va présenter les images associées à l'apprentissage du français, pourquoi les apprenants apprennent le français, la didactique du FLE, qu'est-ce que c'est, quelle différence entre didactique, pédagogie, méthodologie, et à quoi ça sert, et comment on apprend une langue étrangère, et qu'est-ce qu'une classe de FLE. Donc on va regarder ça un peu en détail, en même temps ça nous permettra de voir comment c'est fait un MOOC, hein, qu'est-ce que c'est concrètement. Et si on arrive à le suivre et que vous voulez partager vos expériences de suivi de ce MOOC, ce sera une bonne occasion en fait de se familiariser avec cette technique-là. Donc on va regarder exploiter le web social, classement des applications, hein, proposé par l'université Grenoble 3. Et c'est donc François Mongenot qui va nous parler de ce classement des applications avec une tentative de classement didactique des applications. Donc on va voir en quoi ça consiste et on va commenter au fur et à mesure ou en fin de vidéo. En avril 2014, un site web se donnant pour but de recenser les applications web 2.0 proposait une liste de plus de 3000 résultats. Où donner de la tête alors? Dans cette vidéo, nous allons élaborer un début de classement ainsi que des critères d'évaluation. On se limitera à des applications qui ont réellement été utilisées dans l'enseignement des langues. Par des étudiants de Master 2 de français langue étrangère de l'université Stendhal qui ont proposé des tâches web 2.0 à distance à des apprenants de Riga en Lettonie. Ainsi, nous serons sûrs que ces outils sont réellement utilisables. Nous laisserons aujourd'hui de côté le cas assez particulier des jeux collectifs en ligne.
Vous trouverez quelques références à ce sujet dans la bibliographie. Différents classements des applications utilisables en pédagogie ont déjà été proposés. L'une, par des chercheurs de l'Open University, est disponible dans un rapport en ligne. Les auteurs ne proposent pas moins de 10 catégories, en se fondant surtout sur les caractéristiques des sites ou des applications. D'autres auteurs, à l'inverse, classent les applications en fonction de ce qu'elles permettent de faire. Dialoguer, par exemple les forums, les chats, réseauter, les sites de réseaux sociaux, créer, blog, wiki, partager, outils de signalement, bookmarking, réseaux sociaux thématiques. La classification que je vous propose ici est plus didactique. Elle sera par ailleurs illustrée d'exemples. 3 critères didactiques devraient nous permettre d'examiner l'intérêt de 4 grandes familles d'applications. Nous obtiendrons ainsi un tableau qui apparaîtra à l'écran et que vous pourrez aussi télécharger. Le premier critère, c'est le degré de guidage des productions par l'outil utilisé. Ce guidage peut être assuré par la technologie, par exemple dans un outil comme Prezi, ou bien par des formulaires ou des contraintes d'écriture précises, comme dans d'autres sites que nous découvrirons plus tard. Dans les 2 cas, ce guidage est supposé faciliter la production. Un exemple, le site Vie de merde incite à écrire, je cite, une anecdote qui commence par aujourd'hui et qui se termine par VDM, et précise, attention, une anecdote écrite en SMS ou comportant trop de fautes d'orthographe est toujours refusée. Le second critère est le lien lecture-écriture. Y a-t-il dans l'application des textes à lire similaires à ceux qu'il faut produire? Par exemple, sur un site où les internautes sont invités à décrire un restaurant, TripAdvisor par exemple, il y a forcément déjà des descriptions dont on peut s'inspirer. Le troisième critère est lié à la question de la diffusion. Par qui seront lues les productions? Quel en sera le public? Y a-t-il des possibilités d'interaction, par exemple par des commentaires, comme dans les blogs, ou des j'aime, comme dans Facebook? Les 4 grandes familles de sites auxquels je vais appliquer ces critères sont les réseaux sociaux généralistes, les outils de création ou de dépôt multimédia, les sites d'échange thématiques et les sites d'humour. Commençons donc par les réseaux sociaux généralistes. On pense bien sûr à Facebook, que certains enseignants utilisent avec leur classe. Cette application est peu guidante. Il n'y a pas de consigne. Si on crée un groupe pour ses élèves, ce qui semble être la pratique la plus fréquente, la communication aura lieu à l'intérieur de ce groupe, pas avec le monde extérieur. Pas beaucoup de diffusion donc. Quant à la lecture-écriture, on ne peut pas dire qu'il y ait un genre précis lié à Facebook. L'utilisation d'un tel site demande donc que l'enseignant apporte tout ce que le site n'apporte pas. Des consignes, un pointage vers des textes exemples, éventuellement l'invitation dans le groupe d'internautes extérieurs à la classe. Un exemple. Après avoir échoué dans la publication sur le site Tu sais que, à cause du système de modération, je reviendrai sur ce point, 2 étudiantes de master ont proposé à des apprenantes de Riga d'écrire sur un groupe Facebook dans lequel elles avaient invité un certain nombre de leurs amis francophones. Les apprenantes devaient terminer la phrase « Tu sais que tu es étudiant à Riga quand ?» après avoir lu de telles phrases écrites par les tutrices et leurs amis à propos d'autres villes. Les outils de création ou de dépôt multimédia maintenant. Ceux-ci sont très nombreux et supportent des formats assez divers. Ils assurent un certain formatage par leurs caractéristiques. Prezi, par exemple, incite à faire une présentation moins linéaire que PowerPoint, du fait de sa structure en marguerite. Ces applications guident au plan technologique, mais pas au plan textuel. Il n'est pas facile non plus d'y trouver des textes modèles, tant les contenus de ces sites sont disparates. Enfin, les productions des apprenants se retrouvent au milieu de milliers ou millions d'autres. Qui les lira? Les étudiants de Riga ont ainsi réalisé des présentations précises de films lettons.
Dans une pétale de la Marguerite, quelques informations sur le film. Dans une autre, le résumé. Dans une autre, la bande-annonce. Dans une dernière, les récompenses obtenues. 2 ans après, on trouve toujours ces présentations sur Prési. Mais qui les consulte? Et sur quels exemples les étudiants ont-ils pu s'appuyer? J'en arrive maintenant au site d'échange thématique qui vise la création d'une communauté d'intérêt autour de la thématique qu'ils abordent. Cuisine, voyage, cinéma, etc. On peut donc s'attendre à ce qu'ils soient visités par des internautes intéressés par ces thèmes. Exploiter ces sites consiste alors à faire écrire aux apprenants des recettes, des critiques de restaurants, de films, etc., avec pour modèle ce que les autres internautes ont déjà publié. Ces textes apparaissent dans un contexte qui leur donne sens, qui les valorise, qui guide la production. Ce guidage peut aller jusqu'à des consignes assez précises, comme dans le cas que je prends pour exemple de Live My Food, un site français, comme son nom ne l'indique pas, qui se présente comme un réseau social consacré à la cuisine du monde. On s'y présente sous son profil culinaire, à travers un formulaire très précis, mon plat préféré, mon meilleur souvenir culinaire, mon plus mauvais souvenir culinaire, etc. Pour reprendre l'exemple de nos étudiants de Riga, ceux-ci sont venus alimenter une série de profils culinaires liés à la Lettonie. On les retrouve facilement si on va sur Live My Food et qu'on sélectionne ce pays. Enfin, les sites d'humour, ces sites constituent une catégorie à part car leur finalité est tout à fait différente. Il s'agit avant tout de s'amuser. L'emblème est sans doute Vidmerd, déjà cité, qui a connu son heure de gloire parmi les adolescents et les jeunes adultes, et qui consiste à raconter des petits et grands malheurs de la vie quotidienne en terminant son anecdote par Vidmerd. Ce site a même été exporté dans le monde anglophone, sous le titre de FML, Fuck My Life. Déjà évoqué par Thierry Soubrier, Birds Dessinés est également un bon exemple de cette catégorie. La question de la modération est importante sur ce type de site. Certains, comme Birds Dessinés, n'exercent aucune modération, tout est publié. D'autres, comme Tu sais que ou Vidmerd, prévoient une forme d'évaluation par les autres internautes. Le défi, qui peut aussi déboucher sur des situations frustrantes, consiste alors à avoir suffisamment d'avis positifs pour être publié. En langue étrangère, une difficulté peut provenir de ce que l'humour est un phénomène éminemment culturel. Ce qui fait rire les uns peut laisser les autres de marbre. Comme je l'ai déjà évoqué, les tu sais que des étudiants lettons n'ont finalement pas été publiés, faute sans doute de jugement positif de la part des internautes tout venants. J'en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Le type de site qui apparaît comme le plus intéressant, au vu des critères didactiques, seraient les réseaux sociaux thématiques. En effet, ceux-ci offrent des textes à lire, sur lesquels l'écriture peut s'appuyer. Ils permettent une diffusion authentique des productions d'apprenants, sous réserve, on l'a vu, d'une modération positive. Et dans certains cas, ils assurent un guidage qui peut faciliter la production textuelle. On a vu par ailleurs que les réseaux sociaux généralistes, à condition que leur utilisation soit intégrée à un scénario pédagogique adéquat, peuvent présenter l'intérêt d'une socialisation plus sûre des écrits. Dans tous les cas, l'encadrement par un enseignant reste nécessaire, même si celui-ci joue alors plus le rôle de personne ressource que de transmetteur de savoir. Ici, toutes les tâches présentées ont été conçues et ont fait l'objet d'un suivi par les étudiants de Masterfleu, à qui les productions étaient soumises avant leur diffusion sur Internet. Pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie à l'article écrit avec Charlotte Dejean. Vous voyez maintenant le tableau complété, les types de sites à gauche verticalement et les critères didactiques en haut horizontalement. Le tableau est aussi proposé en téléchargement. Bon, comme vous le voyez, il y a évidemment plusieurs types de classification des applications du Web 2.0 qu'on peut utiliser pédagogiquement ou didactiquement. Voilà. Bon, on ne viendra pas la peine de revenir tout de suite sur la différenciation entre pédagogie et didactique, hein. Là, on va plutôt parler de classification didactique, la classification pédagogique.
n'aurait que peu d'objets. C'est ce qu'on fait directement dans la classe avec les sites, évidemment, à la pédagogie ou avec les applications en tout genre. Donc, je crois que la première, en fait, qu'on voit ici à l'écran, a quand même aussi son intérêt, en fait, et qu'après, on oublie un certain nombre de types de sites ou de types d'applications qui peuvent être quand même intéressants. Donc les sites de partage ou de manipulation de vidéos et de photos, bon, comme je sais pas, Flickr, Instagram et aussi YouTube, etc. C'est pas inintéressant pour un certain nombre de choses. Bon, évidemment, YouTube, on l'utilise directement en ce moment, en fait. Donc c'est vrai que c'est une ressource absolument énorme. Ça permet de partager des vidéos ou de regrouper des vidéos sous forme de playlist. Ça peut avoir un intérêt de travailler sur ça avec une classe pour garder en mémoire en fait un certain nombre de choses. Vous voyez que là on commence à ajouter petit à petit des vidéos dans les playlists qu'on a ici. Bon, je pense que ça enrichit évidemment le phénomène, etc. Maintenant, pour de la production écrite, ça aura probablement moins d'intérêt. Messagerie instantanée, bon ça vous connaissez tous, hein, évidemment tout le monde l'utilise, avec plus ou moins de recours éventuellement à de la traduction automatique en complément de la messagerie instantanée. Donc c'est évidemment des bons outils de communication. Bon, le problème c'est que souvent la production en fait c'est la communication qui passe avant tout évidemment, et la production n'est pas forcément très soignée ni très palpitante. Espace de conversation et de clavardage, c'est un peu la même problématique. Blog, donc intéressant aussi si on veut raconter l'histoire d'une classe, l'histoire d'un voyage, et là on peut beaucoup plus soigner évidemment la présentation, les photos partagées, etc. Donc c'est un bon outil de production écrite et de partage qui peut être plutôt inséré dans un projet. Donc vous avez après dans la suite, en fait il y a différents autres, voilà, il y a d'autres possibilités intéressantes, en fait comme donc les jeux en ligne et en particulier les mondes virtuels. Alors ça il faudra qu'on regarde, enfin ce serait bien qu'on regarde un peu, si jamais vous avez le temps, c'est aussi un bon thème d'exposer en fait. Donc les mondes virtuels ont eu un peu leur heure de gloire, hein. Tout ça est parti du jeu SimWorld, les Sims, hein. Donc on dit une sim d'ailleurs pour un terrain dans un monde virtuel. Donc les mondes virtuels, il y en a encore un certain nombre qui sont en activité, hein. Il y en a certainement d'ailleurs que je ne connais pas du tout. Un des plus connus c'est Second Life. Donc Second Life c'est assez intéressant quand même d'aller y faire un tour parce que c'est vrai que ça donne des possibilités très très intéressantes d'échange ou de rallye, toute une série de choses en fait. Donc un monde virtuel comme Second Life, on regardera ça d'un peu plus près. Mais c'est donc un univers construit par les internautes qui ont tous des avatars et vous vous déplacez avec votre avatar dans l'univers construit par d'autres, où vous pouvez même construire une maison vous-même ou même construire une sim complète avec une thématique, etc. Donc vous allez trouver plein d'îles tropicales, Paris en 1900, Prague, que sais-je encore. Il y a des quantités énormes de lieux virtuels en fait, souvent très très bien faits. Et donc c'est intéressant parce que justement dans une situation comme celle où on est actuellement, en fait, ça permet de rentrer dans un monde où on va être plusieurs avatars, et de discuter et d'avoir une situation de référence autour qui ressemble beaucoup à une situation réelle. Ça peut vraiment être une ressource il y a eu des projets en fait pour exploiter ça dans l'univers de la didactique des langues, mais qui je pense ont plutôt avorté, parce qu'en fait dans les mondes virtuels, les gens les utilisent plutôt pour jouer. Il y a évidemment beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de rencontres. Je veux dire, c'est souvent orienté en fait vers la drague en fait, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il y a un certain nombre de lieux sur Second World qui sont pas forcément pour les enfants. Hein. Voilà, c'est même voilà, donc c'est mais ceci dit, ça reste une des créations très très intéressantes
à regarder en fait, parce qu'il y a beaucoup les gens ils mettent beaucoup d'énergie en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'imagination derrière certaines maisons, derrière certaines villes. Je vous passerai une vidéo quand on regardera ça qui parle des 10 meilleurs endroits à visiter sur Second Life, et vous verrez que c'est assez fascinant. Bon, après vous avez des sites de partage de liens, donc on partage des listes de liens, enfin bon, c'est un peu la même chose que les sites de partage de vidéos, donc ça peut avoir un intérêt aussi pour regrouper des thématiques, etc. Les wikis, donc entre autres Wikipédia évidemment, enfin entre autres tout seigneur, tout honneur Wikipédia. Donc sur l'écriture collaborative, là aussi on peut avoir des choses intéressantes à faire, et ça peut être pas mal en fait avec des apprenants d'un niveau assez élevé, d'élaborer des articles de Wikipédia quand par exemple vous tombez sur un article qui n'existe pas, une entrée où il n'y a pas d'article correspondant. Ça pourrait être une bonne activité si c'est des thématiques qui correspondent à ce que vous allez, ce que vous étudiez en classe. Site d'édition en ligne, réseaux sociaux, donc ça, et là évidemment, réseaux sociaux, c'est vraiment le truc canonique, enfin, le type de site canonique du web. En fait, bon, vous avez vu aussi que les réseaux sociaux correspondent à des modes. Facebook, maintenant, bon, c'est un réseau déjà bon, extrêmement bien implanté, hein, c'est des milliards de personnes, des milliards de profils, mais c'est déjà un peu vieillissant probablement. Probablement peut-être que TikTok, par exemple, va supplanter Facebook dans les années qui viennent, comme Facebook a avant supplanté MySpace. Je veux dire, la durée de vie de ce type de site et la durée où ils sont à la mode est très courte, hein, finalement. Bon, Facebook, ça a exceptionnellement bien réussi. Je veux dire, mais je conseille, enfin, je n'ai pas besoin de les conseiller, d'ailleurs, ils le savent, c'est certainement beaucoup mieux que moi. Les fondateurs de Facebook, comme Mark Zuckerberg, ben, ils investissent bien évidemment ailleurs, parce que ça ne va pas durer non plus des siècles. Voilà, donc vous avez cette classification-là qui a quand même aussi son intérêt, avec 10 catégories différentes. Et n'oublions pas donc les mondes virtuels dans lesquels on ira faire un petit tour. Donc François Mongenod mentionne aussi une autre catégorie, enfin une autre classification plutôt, qui repose en fait sur les fonctions des différents types d'applications ou de sites. Donc dialoguer, réseauter, créer et partager. Donc vous voyez qu'en fait ce qui peut nous être utile évidemment en enseignement des langues, c'est dialoguer, puisque là ça reproduit en fait les conditions d'un dialogue réel. Hein, je veux dire, et c'est intéressant évidemment que ça puisse se faire à distance et de façon médiée, surtout dans la période où on est. Je veux dire, et créer, donc que ce soit créé par l'écriture ou créer d'autres types de choses, d'autres types de productions, que ce soit des vidéos, de l'audio, donc ou de l'écrit. Il manque un peu dans cette classification-là les mondes virtuels, et donc on va en parler un peu plus en détail évidemment, parce qu'en fait, en y repensant, il y a quelques années, je faisais tout un cours là-dessus, et puis j'ai un peu arrêté parce que en fait, les mondes virtuels finalement ont eu une période en fait où une quantité de gens qui se sont inscrits, qui ont participé, etc. Après, ça a nettement baissé, en fait, il y a eu un reflux. Et là, il me semble en fait que ça revient en fait avec les mondes virtuels, avec le Covid, l'isolation à domicile, les gens qui se connectent sur des mondes virtuels et qui s'y promènent et qui discutent, etc. J'ai l'impression que ça remonte et c'est probablement assez logique vu la situation. Donc, on va aller y faire un petit tour en fait, en sachant que bon, il y a différentes catégories certainement de mondes virtuels. Bon, une qui est intéressante, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est Second Life, même si c'est un monde virtuel pour adultes, donc où il peut se passer à peu près n'importe quoi. Mais il y a aussi dans Second Life un certain nombre de choses sur l'enseignement des langues. Donc on va regarder un peu les endroits qu'on peut visiter. Moi je suis loin de connaître tout hein, dans l'univers des mondes virtuels. J'ai juste exploré un petit peu et j'ai commencé à regarder parce qu'il y avait quelques projets en fait d'enseignement des langues à travers les mondes virtuels. Et on sent évidemment que c'est très riche de possibilités. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous donner plus d'idées sur le type de choses qu'on peut y trouver. Tout d'abord, donc, Second Life, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un univers virtuel?
Un univers virtuel, en fait, c'est un univers construit par les internautes la plupart du temps, enfin, ou par d'ailleurs un concepteur de logiciels, comme c'est le cas pour les Sims. Mais là, dans Second Life, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est construit par les internautes eux-mêmes, en fait, par les gens qui jouent à Second Life construisent des sims, en fait, donc des petits morceaux de territoire. C'est la métaphore du territoire. Mais vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de limite, en fait, ça va jusqu'au là où votre imagination peut aller. Donc on va regarder une petite chose sur 10 choses cool, 10 cool things to do in Second Life, donc 10 choses cool à faire dans Second Life, et ça va vous donner une petite idée. Je dis bien une petite idée parce qu'en fait, quand on regarde, après, quand on explore un peu plus, on voit qu'il y a plein d'univers complètement délirants et même qui sont complètement au-delà, évidemment, de la copie du réel. Hein. Des choses inspirées de la science-fiction, de l'heroic fantasy, de toute une série de choses différentes. Et c'est assez étonnant. Second Life is a busy place where creative, intelligent, or just plain curious people come together. It's a place to experience the extraordinary, live concerts, social gaming, art exhibits, fashion shows, and other events. But especially if you are new to Second Life, you might not even know that all this stuff is possible. So here's a guide to introduce you to 10 new things to try in Second Life. Are you into music? Then attend one of the many live concerts and performances happening daily in SL. Lots of singers and bands play regular gigs, so whether you prefer rock and roll, jazz, R&B, rap, or even just a bit of everything, you'll find it in Second Life. It's just like a real live concert, but no backstage passes needed to access and interact with the musicians. Now, if you love the nightlife, then teleport over to one of the many hot nightclubs in Second Life. Many feature 24/7 stereophonic streams of dance and electronic music, but some also have live DJ performances where mixers from around the world spin classic tracks, current club hits, and rare remixes live as they interact with the crowd. Get ready for your big night out and make over your look by shopping at one of the thousands of independent fashion and clothing shops. So, before you hit the dance floor, express yourself and dress up in style with new clothing, hair, or maybe even a completely new avatar. One way to discover and sample the latest designer hotspots is to join a scavenger hunt. At any given time, there are a dozen or so grid-wide hunts that will have you scouring the corners of Second Life to find hidden designer goods and other freebies. At each stop, you'll get a clue that you can use to collect the next object, many of which are limited edition, rare, or exclusive items. Make sure to capture and share all your adventures by taking photographs using the snapshot button in your Second Life viewer. You can then email it to friends or upload it to your favorite social network or photo sharing sites. Okay, so it's not all about looks. Brain up and join one of the many discussion groups and gatherings in Second Life. No matter what your hobby or interest might be, there's a group for you. Connect with others for live book readings, philosophical discussions, there's even group meditations. Then, expand your horizons even further with a trip to one of the many art galleries and museums in SL. You'll see 3D interactive artworks that show off the creativity and imagination of aspiring and established digital and multimedia artists. So what's next? How about catching a cool flick in one of the many cinemas and drive-in theaters inside Second Life? You can watch a movie with your friends or go it alone. All movie selections vary from spot to spot, and sometimes they'll change daily. And just like at your local cinema, you can even watch the film alongside a live audience. In Second Life, furry friends can be found just about everywhere. That's right, there are many virtual pets that you can adopt, care for, and even breed. Some of these cuddly creatures even have advanced features and rare attributes that can only be unlocked under certain conditions. These virtual pets hold many secrets that are worth discovering. And now, finally, our last pick, and that's games. There are casual games, role-playing games, mazes, fishing, card collecting. The list just goes on and on. It's almost worth a top 10 list of its own. But for now, our top 10 list comes to a close. These suggestions only scratch the surface of the immense amount of activities and events in SL. Check out the destination guide for even more things to do in Second Life. Voilà, alors donc tout ça est assez étonnant, évidemment. Hein, je veux dire.
Donc là, vous avez un univers, excusez-moi, on est parti sur la pub de la suite. Vous avez donc un univers virtuel complet, en fait, et avec une quantité de lieux absolument phénoménale. Alors évidemment, je veux dire, quand on voit un univers comme ça, on se dit que c'est comme le monde réel, en différent évidemment, je veux dire, parce qu'il y a moins de censure. Bon, je veux dire, les gens sont un peu protégés derrière leur avatar, évidemment, donc ils se permettent éventuellement de faire un peu n'importe quoi. Et d'autre part, il y a aussi, donc vous avez vu là un petit peu, on a un petit peu de détails, mais pas beaucoup, une créativité énorme en matière de création de lieux, d'expériences un peu nouvelles d'une réalité virtuelle, dans laquelle là on s'immerge. On doit d'ailleurs pouvoir s'y émerger plus encore avec tout ce qui est vraiment virtual reality, enfin réalité virtuelle. Ça, c'est pas quelque chose que je connais très bien. En fait, je suis allé une fois à un salon de réalité virtuelle aux États-Unis. Bon, c'est pas tellement mon trip, en fait, de mettre déjà un casque sur les oreilles, j'ai un peu du mal. Mais alors des lunettes sur les yeux et des manettes pour jouer au Return of the Jedi, j'ai encore plus de mal. Donc j'ai pas tellement exploré la réalité virtuelle à l'heure actuelle. Mais c'est probablement, enfin c'est certainement même, c'est quelque chose qui est déjà très développé et qui va se développer encore plus. Donc vous voyez que ça rejoint aussi un autre type de problématique comme celui qu'on a en ce moment. C'est la distanciation physique. Et voilà, et on ne sait pas, évidemment, bon, la pandémie, celle-ci va s'arrêter, mais je veux dire, j'ai vécu en Asie pendant quelques temps. Là, en Asie, on a eu plusieurs années de suite des SRAS, des épidémies à corona ou à autre type de virus. Bon, il y a eu l'Ebola aussi. Donc, je veux dire, en fait, très probablement, avec la mondialisation, les échanges accélérés, ça va être de plus en plus fréquent, malheureusement. Donc, du coup, cette virtualité répond en partie au besoin de voir autre chose et d'aller visiter d'autres choses. Et évidemment, comme je vous disais, comme on a cette idée en fait de monde virtuel et de cadre qui peut servir en fait comme le monde réel, bien sûr, plein de gens se sont dit on va développer en fait, l'utilisation de ces mondes virtuels pour apprendre les langues. Donc là, vous avez un exemple en fait qui est dans EduSchool, donc c'est les articles du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, c'est sur l'Académie d'Amiens qui développe un projet de village virtuel pour favoriser l'apprentissage des langues. Donc, ils ont créé un village, un espace dans Second Life pour travailler sur les virtual learning. Ça date déjà un peu. Oui, vous voyez, c'est 2008. Second Life a été créé en 2003, ça fait déjà 17 ans. Évidemment, les graphiques, etc. sont beaucoup développés. En fait, la puissance des machines et la connectivité et la vitesse des réseaux gagnant selon la loi de Moore habituelle. Donc, on a développé des graphismes beaucoup plus réalistes et toute une série de choses qui mangent pas mal de mémoire. Donc, allez visiter, regardez les articles qui traite de ça. Bon, la difficulté principale, elle est mentionnée ici, évidemment, l'une des difficultés principales, en fait, mais qui fait aussi l'intérêt de l'absence de censure de Second Life. Donc l'Éducation nationale nous le dit. Second Life présente cependant un inconvénient de taille. Il s'agit pour l'essentiel d'un univers pour adultes, avec ses milliers d'îles incontrôlées où le sexe, le jeu et le consumérisme prédominent. Il y a sans doute une solution à trouver avec Teen Second Life et ses teachers. Donc vous voyez qu'en fait, bon, c'est les deux facettes de la chose. D'un côté, une énorme liberté. De l'autre côté, bon, ben, évidemment, vous ne pouvez pas emmener des mineurs sans aucun contrôle, parce qu'évidemment, il y a des choses choquantes qui s'y passent. Voilà, et donc il faut... bon, vous êtes adulte, donc c'est pas un problème, mais bon, évidemment, prenez tout ça avec des gants, et puis, bon, voilà, conduisez-vous en adulte, évidemment. Donc, donc c'est quand même quelque chose de très, très intéressant,
Même si finalement pour le moment je pense que l'univers de l'apprentissage sur Second Life, enfin, l'enseignement, les apprentissages développés, il y a plein d'universités qui ont fait des sites dessus, etc. Mais je pense que l'univers des apprentissages et de l'enseignement, c'est pas tellement développé sur Second Life en fait. On apprend plutôt d'une autre manière probablement. Euh, c'est peut-être l'avenir en fait simplement, je dirais, parce que évidemment quand vous êtes motivé pour vous créer une maison virtuelle, vous allez apprendre à coder, vous allez apprendre à faire des choses qui relèvent de l'informatique. Vous pouvez communiquer avec d'autres gens. Je veux dire, comme évidemment, il n'y a pas de limite, de frontières, en fait. Vous avez des gens du monde entier qui se connectent. Donc moi, j'ai parlé, évidemment, avec des gens qui parlent anglais, espagnol, voilà, toutes les langues que je parle un peu. Bambara, j'en ai pas rencontré tant que ça. Thaï, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais bon, vous avez surtout, évidemment, des Européens, enfin, surtout des Américains, évidemment, en premier. Après, les gens des pays, en fait, où l'Internet est très rapide, est complètement passé dans les mœurs, hein, Corée du Sud, Asie en général, hein, Corée du Sud, Chine maintenant, mais aussi Thaïlande évidemment, tous les pays où ça s'est développé, où l'Internet s'est développé très très vite et passé dans les mœurs d'une manière complètement, enfin beaucoup plus rapide finalement que dans la vieille Europe. Hein. Donc vous avez donc l'Asie, l'Amérique, un peu l'Amérique latine. Pas beaucoup encore à l'Afrique parce que bon, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui correspond au type de culture des Africains de l'Afrique subsaharienne. Je veux dire qu'ils préfèrent peut-être des choses plus réelles ou qui simplement bon, font d'autres choses avec l'Internet hein, et ont moins de toute façon pour l'instant moins de capacité de connectivité. Je veux dire, l'Internet est encore plus lent pour le moment en Afrique qu'ailleurs. Il y a encore une petite fracture numérique. Donc, univers virtuel persistant, optimisé pour la communication et l'échange, convivial et accessible en permanence depuis les lieux d'enseignement ou le domicile de l'élève. La liaison avec les ressources externes, vidéos, images, liens Internet, bibliothèque audio, reste possible depuis cet univers virtuel. Voilà, donc on va regarder... bon, s'il y a l'un d'entre vous qui veut faire un exposé dessus, c'est une très bonne idée. Bon, comme ça me permettra d'avoir un autre angle d'approche. On pourra aussi éventuellement s'amuser à se donner une fois rendez-vous dans une université quelconque sur Second Life. Je vais explorer un peu et je vous dirai dans le prochain cours. Donc là, on est dans notre article sur cet univers virtuel. Et donc c'est, je vous signale d'ailleurs cette revue si vous ne la connaissez pas encore. J'aurais dû la mettre dans la bibliographie, mais bon, cette fois-ci, c'est vrai qu'on est un peu dans l'improvisation et beaucoup dans la vidéo et un peu moins dans l'écrit. Donc, c'est Alsic, une revue qui est pas mal du tout, qui contient beaucoup de choses sur les thèmes qui nous intéressent, en fait. C'est donc apprentissage des langues et système d'information et de communication. Donc là, c'est un article de Wenjun Tang, donc... utilisation des stratégies d'apprentissage d'une langue étrangère dans un environnement virtuel multi-utilisateur en 3 dimensions. Donc ça c'est Second Life, elle utilise Second Life en fait. Hein. Alors on va prendre le moment inutile que je vous le lise en anglais. Donc on a donc un abstract quelque part, oui voilà. Ou l'introduction directement. Donc vous pouvez télécharger évidemment le PDF complet. Second Life, dorénavant SL dans le texte, a été lancé par Linden Lab en 2003. Mais vous voyez que ça fait quand même 17 ans que ça dure, le temps passe très vite. Hein. À l'origine, cet espace virtuel était conçu comme une plateforme de jeu et de réseau social, mais il a très vite été intégré dans les pratiques éducatives grâce aux caractéristiques suivantes. Un environnement immersif avec des objets en 3D et la présence d'avatars, des contenus générés par les utilisateurs, la possibilité d'intégration de ressources externes, vidéos, liens Internet, des échanges avec d'autres utilisateurs du monde entier en temps réel, avec les outils de clavardage et de communication synchrone à l'oral. Vous voyez que ça combine un peu tout ce qu'on veut faire, en fait, à la fois de l'écrit, de l'échange par oral, de la possibilité d'échanger et surtout en fait ce qui est un plus par rapport aux autres types de réseaux sociaux ou de vidéoconférences,
c'est l'immersivité dans un décor réaliste ou pas d'ailleurs, mais auquel on peut co-référer. En fait, on pourrait peut-être faire une visite ensemble, aller voir Paris en 1900 par exemple sur Second Life, et vous verrez que c'est assez saisissant en fait, à condition évidemment qu'on ait les bons moyens techniques, c'est-à-dire une connexion Internet assez rapide et un ordinateur pas trop vieux avec une carte graphique correcte. Voilà, donc comme dit Wen Juntong ensuite après, cependant, les recherches scientifiques en didactique des langues sur Second Life sont encore peu développées et la plupart d'entre elles se focalisent sur la création des tâches langagières avec des infographies spécifiques à cet environnement ou la formation des enseignants. Cette recherche est principalement centrée sur les apprenants. Dans une perspective interactionnelle et acquisitionnelle, nous envisageons d'identifier les stratégies d'apprentissage utilisées par les apprenants lors des échanges synchrones dans SL, dans Second Life. Donc voilà, donc on regardera éventuellement un peu plus ça dans les prochaines séances et on ira peut-être visiter. Donc, et si vous avez envie de faire un exposé là-dessus, donc c'est le bienvenu, hein, parce que moi je ne vais pas traiter, de toute façon c'est très très riche en fait, donc je ne vais pas traiter tous les aspects de cette question, et puis probablement que vous, si vous y allez, vous verrez d'autres choses que moi, parce que c'est immense comme univers. Voilà, donc après ce petit coup d'œil sur Second Life, en fait, on va continuer à regarder les MOOC, en fait, avec le MOOC de l'Université de Liège qui vient de démarrer, donc moi, prof de FLE, hein, donc j'espère que vous vous êtes inscrits. Si ce n'est pas le cas, c'est encore temps de vous inscrire. Donc donc vous allez voir comment on va regarder un peu comment c'est fait en fait et peut-être un peu les premières vidéos. Voilà, je vais repasser un petit coup en plein écran pour vous voir et donc on va passer tout de suite sur leur site, sur le site de France Université Numérique. Voilà, donc France Université Numérique. Donc là on est déjà dans le cours moi prof de FLE. Hein. Donc on va aller voir un peu le cours et voir comment nos collègues de Liège ont conçu l'ensemble. C'est un cours qui est pas mal fait du tout. Il est moins spécifique probablement que celui de Grenoble en fait qui avait été découpé, vous avez vu, en 4 thèmes, hein, la télécollaboration, les usages du web social, les formations hybrides et l'intercompréhension. Donc celui-ci est un MOOC beaucoup plus généraliste. Et c'est pas mal finalement, on va voir ça d'un peu plus près. Donc on est en attente, voilà. Donc première semaine, info du cours. Hein. Donc vous avez une biblio évidemment, une présentation de l'équipe qu'on a vue l'autre fois, des références et une plateforme de discussion. Donc le premier module en fait donc s'appelle simplement J'enseigne le FLE, en fait, et il y a plusieurs vidéos en fait avec un certain nombre. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo en fait il y a un quiz juste après, donc et si on valide l'ensemble des quiz, après on n'a plus qu'une épreuve finale à faire pour obtenir le certificat, donc une épreuve finale avec des questions sur un certain nombre de thèmes du français langue étrangère. Donc la première vidéo, en fait si vous voulez, on ne va pas la regarder en détail parce que je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, en fait, et c'est très très classique, hein, finalement. Bon, ça dure pas longtemps, d'ailleurs, on pourrait la regarder, mais bon, c'est un peu l'image du français langue étrangère, qu'on a une image très très classique du français comme langue romantique, etc. C'est assez marrant parce que c'est un peu rétro, enfin, c'est un côté un peu rétro en fait. Alors qu'en France, nos collègues du ministère, des différents ministères et de la Chambre de commerce et d'industrie essayent de donner une image très très différente du français langue étrangère et du français comme langue de l'industrie, de la science, etc. Alors quand tu penses à la langue française, quelles sont les images qui te viennent à l'esprit? C'est la tour Eiffel. Pour moi, c'est une session avec le Paris. La tour Eiffel, l'amour, des choses comme ça. C'est vraiment une belle langue. Elle est très très géniale, très très romantique. C'est une langue très romantique. Une langue d'amour. Voilà, donc ensuite donc vous avez vu hein, la première
Bon, ceci dit, voilà pourquoi pas. C'est pas plus mal finalement comme image du français que ce que essaye de nous faire passer la Chambre de commerce et d'industrie avec le français langue d'excellence scientifique, le TGV, que sais-je encore, toutes les merveilleuses réalisations françaises. Voilà, en espérant qu'effectivement ça attire beaucoup nos interlocuteurs. Donc là, vous avez ensuite une petite chose qui... alors, je vais remonter un petit peu pour voir les titres, en fait. Donc ça, c'est « Qu'est-ce que la didactique du FLE? À quoi ça sert ?» Et donc, c'est une petite série, en fait, de définitions, en fait, qu'on peut regarder aussi, qui doivent être faites par Jean-Marc Defay. Proposées par Jean-Marc Defay. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites questions à vous poser. Par exemple, pourquoi parle-t-on parfois de français langue étrangère et parfois de français langue seconde? Excellente question, Nastasia. Je ne pourrais cependant pas répondre de manière définitive car la différence est assez imprécise. Même si elle reste contestable, la formulation français langue étrangère et seconde et l'acronyme FLAISE se sont largement répandus et s'opposent dorénavant au français langue maternelle ou langue première. En général, on réserve l'appellation français langue seconde aux situations où le français ne peut être totalement considéré comme une langue étrangère, soit dans le pays où il est enseigné, en Belgique, en Suisse, au Maroc, soit pour le public à qui il est enseigné, à des immigrés de longue date, à des enfants de familles bilingues, par exemple. Vous verrez que l'on ajoute toute une série d'autres étiquettes au français langue étrangère ou seconde en fonction des circonstances dans lesquelles on l'enseigne. Français sur objectif spécifique, le FOS, français langue d'accueil ou langue d'intégration, français professionnel, français de scolarisation, français sur objectif universitaire, etc. J'en profite pour signaler que l'on appelle langue cible et culture cible la langue et la culture enseignée, ici le français et les cultures francophones. Qu'on appelle langue source et culture source les langues et cultures maternelles des apprenants. Et éventuellement, langue et culture relais les langues et cultures étrangères que ces apprenants connaissent bien et qui servent, volontairement ou non, d'intermédiaires. Comme par exemple l'anglais pour des Chinois qui apprennent le français. On peut aussi désigner ces différentes langues par des numéros L1 pour la langue maternelle, puis L2, L3, etc. À propos du public, justement, vous ne parlez pas d'élèves ou d'étudiants, mais d'apprenants. C'est pas un peu trop savant? Rassurez-vous, ce n'est pas pour le plaisir de jargonner que l'on utilise le mot apprenant à la place d'élève ou d'étudiant, comme dans d'autres didactiques. Mais pour la bonne raison que les publics sont beaucoup plus variés en didactique des langues étrangères qui dépassent largement le cadre scolaire. Ce terme d'apprenant met aussi l'accent sur leur rôle actif, au même titre que celui d'enseignant. Ce qui me permet d'insister sur les deux versants de la didactique, justement, l'enseignement d'une part et l'apprentissage de l'autre. On ne peut plus les confondre comme quand on pensait qu'il suffisait à l'enseignant d'enseigner pour que les apprenants apprennent. Il faut surtout rappeler que l'enseignement est au service de l'apprentissage et pas l'inverse. Pour éviter les malentendus, on associe les deux termes, apprentissage-enseignement, quand la distinction n'est pas en cause. Nous y reviendrons car cette problématique est au cœur de notre travail et de notre réflexion sur ce travail. Ces apprenants sont donc allophones. Et à ce titre, ils participent à des échanges exolingues, c'est-à-dire que la langue utilisée n'est pas leur langue maternelle. Un locuteur ou un professeur natif parle et enseigne au contraire leur langue maternelle. On appelle aussi primo-arrivants les personnes dont c'est le premier contact avec le pays étranger, sa langue et sa culture, des personnes qu'il faudra accueillir le mieux et le plus rapidement possible. Et pour terminer cette leçon de vocabulaire, les caractéristiques des apprenants, par exemple leur langue maternelle, leur âge, leur niveau de scolarité, constituent ce qu'on appelle leur profil dont il faut que l'enseignant tienne évidemment compte à tout moment dans son travail, qui consistera à fixer des priorités, à établir un programme, rythmé par des projets qui jalonneront le parcours de l'apprenant.
Voici beaucoup de P à associer les uns aux autres. J'ai une dernière question. Quelles sont les différences entre cette didactique, la méthodologie et la pédagogie? C'est encore tout un débat parmi les spécialistes, mais nous préférons nous en tenir ici à une répartition rudimentaire, mais qui a l'avantage d'être claire et pratique. La didactique, au sens étroit, s'intéresse aux théories scientifiques, linguistiques, psychologiques, communicatives, culturelles et autres, qui inspirent les méthodes d'enseignement des langues. La didactique des langues se trouve en effet au confluent de nombreuses autres sciences et disciplines, ce qui la rend passionnante mais aussi difficile, tant dans le domaine de l'enseignement que de la recherche. Comme son nom l'indique, la méthodologie, elle, analyse, contrôle, innove, crée des méthodes à mettre en œuvre pour enseigner les langues, en recourant à telles activités, à telles ressources, à tel équipement, en fonction des théories que les didacticiens ont proposées. La pédagogie, elle, se concentre sur le travail direct de l'enseignant avec les apprenants, en classe ou à distance, comme c'est le cas ici. Nous l'avons déjà dit, enseigner les langues est un métier à part entière qui demande la maîtrise de compétences, de techniques, de stratégies variées dont on peut toujours améliorer l'efficacité. Les trois niveaux ne sont évidemment pas isolés. Il est indispensable de les articuler les uns aux autres. Un bon enseignant ne cesse de chercher et c'est en enseignant qu'un bon chercheur vérifie ses travaux. À tel point qu'on utilise aussi, ce sera notre cas ici, le mot didactique dans un sens large pour englober aussi la méthodologie et la pédagogie. Pour finir, il faut signaler que les langues sont tellement indissociables des cultures, comme nous le constaterons constamment, que le terme qui s'impose maintenant est celui de didactique des langues et des cultures étrangères. Et en ce qui nous concerne, didactique du français langue étrangère et seconde et des cultures francophones. Voilà, donc on va regarder comment est fait le quiz. Hein. Donc un quiz classique, hein, je veux dire, vous voyez qu'aussi on est un peu, enfin si vous avez suivi l'autre partie du cours sur mon autre cours plutôt sur l'évaluation, en fait vous voyez aussi que là on met en application en fait les principes en fait, de fixer en fait les apprentissages très rapidement avec des quiz juste après éventuellement les visionnements des vidéos. Donc là, question 1, dans sa classe, l'enseignant formateur de français langue étrangère ne peut pas agir sur les représentations de ses apprenants, doit susciter une démarche réflexive sur le français et ses stéréotypes, ne doit pas prendre en compte les représentations de ses apprenants. Bon, la réponse est évidente, hein. Doit susciter une démarche réflexive sur le français et ses stéréotypes, donc une démarche de réflexion sur la langue française, les stéréotypes culturels, donc même si les stéréotypes sont des schèmes cognitifs indispensables pour vivre en société, il est important de les relativiser afin d'éviter les généralisations abusives et stigmatisantes. Donc voilà, vous savez ce que c'est évidemment qu'un stéréotype dans les travaux sur la culture et l'interculturel. Donc c'est une représentation de l'autre, qui est relativement caricaturale en général et complètement figée, enfin en grande partie figée. Donc il faut arriver à la faire évoluer et à en prendre conscience éventuellement. Donc le stéréotype, je sais pas, du français avec son béret et sa baguette sous le bras, voilà, qui est un peu passéiste et un peu raciste par exemple. Voilà, il faut arriver à changer ce genre de choses. J'espère que ça vous donne envie de suivre ce MOOC hein, et de continuer. Donc vous avez, je veux dire, ça ne vous prendra pas énormément de temps, ça vous donnera une bonne expérience de ce que c'est qu'un MOOC, de comment c'est fabriqué et des types de contenus qu'on peut en attendre. Vous voyez qu'on est aussi, moi je veux dire, le problème des MOOC, c'est qu'on a beaucoup d'introductions à des disciplines, mais peut-être pas assez de choses qui sont programmées sur une plus longue durée, avec une progressivité suffisante dans les contenus. Donc ça, c'est la problématique et c'est ce à quoi il va falloir passer après, évidemment, si on veut faire des licences complètes en ligne ou des masters complets en ligne.
Bon, c'est très faisable, mais effectivement, ça va demander en fait tout un gros travail en fait d'étude de la progressivité et de distribution des contenus. J'imagine que même ce qu'on est en train de faire là maintenant en passant au distanciel en fait change complètement la donne en fait du point de vue des contenus et de la complémentarité des contenus de ce que vous allez avoir. Là pour ce semestre et le semestre précédent, donc vous allez avoir vous avez eu des choses qui étaient peut-être un peu complémentaires entre le distanciel et le présentiel. Après, moi je dirais il va falloir effectivement mettre en place des bons dispositifs techniques pour que les gens qui enseignent puissent se concentrer en fait sur leur enseignement et ne pas être trop perturbés par la technique. Bon, je veux dire, ça va venir, ça va se faire petit à petit, on va s'approprier la technique, il y a des choses qui vont changer. Vous avez vu aussi que probablement les interactions qu'on aura seront très différentes. Voilà, bon, ça va peut-être pas, je veux dire, la situation telle qu'elle est va pas durer éternellement, mais ça aura certainement fait bouger pas mal de choses du côté enseignement en ligne et enseignement à distance et pratique d'enseignement en général. Moi, je sais que ça me fait pas mal bouger, en tout cas, même si j'avais une petite expérience déjà de ce genre de choses, ça fait pas mal bouger les lignes. Et ça change un peu aussi le rapport à la connaissance en ligne, aux livres, aux vidéos, etc. En fait, ça donne envie, je veux dire, d'une certaine manière, moi, ça me donne envie de reconstruire du savoir, en fait, d'une manière un peu différente. Je suis en train d'y réfléchir parce que c'est vrai que on voit bien qu'en fait, en enregistrant les cours, eh bien, du coup, on est obligé quand même de réfléchir à des formulations qui soient plus percutantes, qui soient plus brèves. On est obligé de se remettre en question, en fait, et c'est quand même une épreuve très, très intéressante. Bon courage pour ce deuxième morceau de confinement. Et voilà, et j'espère à très bientôt, au moins en ligne, et puis certainement en présentiel.